19 coups. C'est tout ce qu'il a fallu à Bertrand Cantat pour effacer l'une des actrices les plus talentueuses de France. 19 coups à la tête, dans la chambre d'un hôtel de Vilnius, alors que personne autour d'elle ne décidait d'appeler un médecin. Mais ce que peu de gens racontent, c'est ce qui s'est passé après cette nuit-là. Comment un homme qui l'a laissé agoniser pendant 8 heures, conscient que quelque chose n'allait profondément pas, est remonté quelques années plus tard sur une scène sous les applaudissements. Pendant ce temps, la femme qui l'avait frappé continuait de mourir. D'abord dans un hôpital de Lituanie, puis dans un hôpital parisien, entourée d'une famille qui ne comprenait pas pourquoi personne n'avait agi plus tôt. J'ai passé des semaines à éplucher les actes judiciaires lituaniens, les rapports médico-légaux, les témoignages de l'hôtel Domina Plaza et des déclarations que la presse française a préféré, à l'époque, ne pas répéter. Des documents qui montrent, minute par minute, les décisions prises cette nuit-là et celles qui ne l'ont pas été. Ce qui se joue ici n'est pas seulement la vérité sur ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, c'est comprendre comment tout un pays, le cinéma, la musique, la presse, a choisi, presque en silence, de pardonner à un homme, parce que pendant des années, tout le monde a parlé de ça comme d'un crime passionnel, un emportement, un moment de folie entre deux personnes qui s'aimaient trop. Mais les documents judiciaires, ceux que très peu de gens ont lus dans leur intégralité, racontent une histoire bien différente. Celle d'un homme qui a eu 8 heures pour la sauver et qui a choisi de ne rien faire. Pour comprendre ce que la France a perdu le 1er août 2003, il faut d'abord comprendre qui était Marie Trintignant avant que son nom ne reste attaché pour toujours à celui de Bertrand Cantat. L'erreur que presque tout le monde a commise en racontant son histoire, c'est de commencer par la fin, de commencer par la victime. Nous allons commencer par l'actrice. Marie est née le 21 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue parisienne, fille de 2 figures qui pesaient déjà lourd dans le cinéma français. Jean-Louis Trintignant, l'un des acteurs les plus respectés de sa génération, et Nadine Trintignant, réalisatrice avec un regard bien à elle sur les femmes qu'elle filmait. Grandir dans cette maison, c'était grandir entouré de scénarios, de tournages, de conversations sur les cadrages et les personnages autour de la table familiale. Mais cette proximité avec l'art n'est pas venue sans un coup. Quand Marie avait 8 ans, sa petite sœur, Pauline, est morte de mort subite du nourrisson. Aucune explication médicale n'a pu adoucir le choc, seulement l'absence soudaine d'un bébé qui, un jour, était là, et le lendemain, ne l'était plus. Marie, qui jusque-là était une enfant bavarde, a presque cessé de communiquer. Ceux qui l'entouraient à l'époque parlent d'un mutisme qui s'est étendu sur des mois. Une fillette de 8 ans, traitant le deuil familial dans le seul langage qui lui restait disponible, le silence. Ce silence compte, parce que c'est la première donnée qui contredit l'image publique que le cinéma construirait plus tard, celle d'une femme au regard intense et à la voix grave, sûre d'elle face à la caméra. Cette assurance n'est pas née avec elle. Elle s'est construite sur une blessure. Adolescente, la timidité était toujours là, presque maladive. Marie ne rêvait pas de devenir actrice. Elle pensait, à un moment donné, se consacrer aux animaux plutôt qu'au public. Ce sont les cours de théâtre qui ont commencé à changer quelque chose. Pas du jour au lendemain, mais avec la lenteur avec laquelle se reconstruit une voix restée silencieuse. Et voilà le premier retournement de cette histoire. La femme dont la France se souviendrait pour sa présence magnétique à l'écran a commencé par être quelqu'un qui pouvait à peine soutenir le regard d'un inconnu. À 4 ans, Marie était déjà apparue devant une caméra, dans Mon amour, réalisé par sa mère. Mais une apparition d'enfant ne construit pas une carrière. La vraie carrière a commencé en 1978, quand, à seulement 16 ans, elle a obtenu le rôle de Mona dans Série Noire, d'Alain Corneau, adapté d'un roman de Jim Thompson, avec des dialogues de Georges Perec. Le film est devenu, au fil des années, une référence du film noir français, célèbre pour son atmosphère sombre et désespérée. Une adolescente de 16 ans, portant un rôle dramatique de ce poids, n'était garantie de rien. Mais ce fut le premier signe que Marie possédait quelque chose que la caméra savait capturer. 10 ans plus tard est arrivée la rencontre qui définirait sa place dans le cinéma français. Claude Chabrol, qui la connaissait depuis l'enfance, l'a appelée pour « Une affaire de femme », sortie en 1988. Marie y interprétait une prostituée, amie proche du personnage principal, incarné par Isabelle Huppert. Ce n'était pas le rôle principal, mais la critique a commencé, pour la première fois, à parler d'elle comme de quelque chose de plus que la fille des Trintignant. Sa voix grave, son regard profond, cette combinaison qui semblait toujours suggérer quelque chose qui ne se disait pas à voix haute,
est restée gravée dans la mémoire du public. Chabrol est revenu la chercher en 1992, cette fois pour le rôle principal de Betty, l'histoire d'une femme alcoolique qui fait exploser l'ordre de la famille bourgeoise qui décide de l'accueillir. Marie n'interprétait pas Betty avec la distance technique d'une actrice qui étudie un personnage. Elle la rendait réelle, dérangeante, humaine dans sa déchéance. Ce rôle lui a valu l'une de ses 5 nominations au César au cours de sa carrière et a confirmé ce qui était déjà évident pour ceux qui travaillaient avec elle. Marie Trintignant n'interprétait pas des personnages marginaux par hasard. Elle les habitait avec une honnêteté qui dérangeait. Dans les années 90, elle a diversifié son travail. Elle a tenu le rôle principal de Nuit d'été en ville, de Michel Deville. Elle a participé à des comédies comme Cible émouvante et Comme elle respire, aux côtés de Jean Rochefort et Guillaume Depardieu. Elle est passée du cinéma d'auteur à la télévision, sans jamais perdre son identité d'actrice de personnages complexes. Et en parallèle, elle a exploré le théâtre, montant sur scène dans des mises en scène comme Les Nuits blanches de Dostoïevski et même la musique, enregistrant un duo avec le chanteur Thomas Fersen pour France Inter. Marie n'était pas une actrice à registre unique. Alors, quand Keira Knightley hériterait, des années après sa mort, du rôle de Colette que Marie tournait à Vilnius, il deviendrait évident qu'il s'agissait de chaussures difficiles à remplir. En dehors de l'écran, la vie de Marie était aussi intense qu'à l'intérieur. Elle a eu 4 fils avec 4 hommes différents, quelque chose de peu conventionnel pour la France de la fin du XXe siècle, qu'elle a vécu sans jamais le cacher ni le justifier devant la presse. Son premier fils, Roman, est né en 1986, fruit de sa relation avec Richard Kolinka, batteur du groupe Téléphone. Puis est arrivé Paul, en 1993, fils de l'acteur François Cluzet, avec qui elle a aussi partagé l'écran dans plusieurs films. En 1996 est né Léon, de sa relation avec Mathias Otnin-Girard. Et en 1998, Jules, fils du réalisateur Samuel Benchetrit, qu'elle a également épousé. Ce mariage avec Benchetrit s'était rompu en 2003, mais la relation entre eux n'était pas totalement coupée. Ils restaient en contact, surtout pour Jules, le fils qu'ils partageaient. Et ce détail, apparemment mineur, apparemment le genre de choses qui arrivent entre n'importe quel ex-couple ayant un enfant en commun, est le fil qui relie la vie tranquille de Marie à la nuit qui allait y mettre fin. Parce qu'un simple message texte de Samuel Benchetrit, quelque chose qui dans n'importe quelle autre relation serait resté insignifiant, allait devenir le détonateur de tout ce qui suivrait. À l'été 2003, Marie Trintignant avait 41 ans et une carrière de plus de 30 ans. Elle n'était pas une promesse que le destin aurait fauchée avant qu'elle ne s'épanouisse. C'était une actrice accomplie, reconnue par Chabrol, 5 fois nommée au César, avec la voix et le regard que toute la France reconnaissait dès qu'ils apparaissaient à l'écran. Elle est partie à Vilnius, en Lituanie, cette saison-là pour tourner Colette, une femme libre, un téléfilm sur l'écrivaine française qui avait défié les conventions de son époque avec une vie sentimentale libre et une œuvre qui dérangeait la société de son temps. Il y avait là une ironie que personne ne pouvait voir encore. Marie interprétant une femme qui avait refusé qu'un homme définisse son destin, tandis que son propre destin, sans qu'elle le sache, était sur le point de tomber entièrement entre les mains d'un seul. Marie Trintignant et Bertrand Cantat se sont rencontrés en 2002, sur le tournage de Ceux qui m'aiment prendront le train, le film de Patrice Chéreau, où ils partageaient tous les deux la distribution. Ce ne fut pas un coup de foudre instantané devant les caméras, ce fut quelque chose qui s'est construit lentement, dans les temps morts d'un tournage, dans les conversations entre 2 prises, qui finissent par sembler plus réelles que le scénario en train de se filmer. Mais pour comprendre ce que cette rencontre signifiait en 2002, il faut d'abord comprendre qui était Bertrand Cantat à ce moment-là et ce que son nom représentait pour la France. Cantat n'était pas un acteur, et c'est la première distinction importante. Il était le leader de Noir Désir, le groupe de rock qui avait dominé la scène musicale française depuis la fin des années 80 jusqu'à ce moment-là. Des chansons comme « Le vent nous portera » étaient devenues des hymnes générationnels, et Cantat, avec sa voix grave et sa présence scénique magnétique, n'était pas seulement un musicien à succès. C'était une figure morale. Il se positionnait publiquement contre le fascisme, contre l'invasion de l'Irak, qui se préparait ces mêmes mois de 2003, contre le pouvoir établi en général. Ses textes parlaient d'oppression, de résistance, de justice. Des milliers de jeunes Français le voyaient non seulement comme un artiste, mais comme une conscience critique incarnée sur une scène.
Cette image compte énormément pour la suite de ce documentaire, parce que c'est exactement cette image qui fonctionnerait plus tard comme un bouclier. Un homme qui chantait contre la violence du pouvoir semblait, pour l'imaginaire collectif français, presque incompatible avec l'idée d'être lui-même un homme violent derrière des portes closes. Ce contraste, cette distance entre le symbole public et la personne privée, est le premier fil que ce documentaire a besoin que le spectateur retienne. Quand Marie et Bertrand ont commencé leur relation, il était encore marié. Son épouse, Christina Radi, traductrice d'origine hongroise, avait eu avec lui 2 enfants, Théo, né en 1998, et un second enfant, né en 2003, la même année que la mort de Marie. La presse française, ces mois-là, a suivi la romance entre Cantat et Trintignant, avec la fascination habituelle que suscitent 2 figures publiques de mondes différents, l'actrice de lignée cinématographique et le rocker engagé, s'unissant dans ce qui ressemblait à une histoire d'amour bohème, intense, presque littéraire. Personne, à ce moment-là, ne regardait vers le mariage que Cantat laissait derrière lui. Personne ne se demandait, avec les informations qu'on avait alors, si cette rupture cachait autre chose qu'une simple usure de couple. La relation entre Marie et Bertrand a duré 18 mois. 18 mois qui, racontés ainsi, dans l'abstrait, sonnent comme n'importe quelle romance intense et brève entre 2 adultes. Mais vu depuis aujourd'hui, avec les documents judiciaires accumulés après juillet 2003, ces 18 mois cessent d'être simplement une histoire d'amour et commencent à ressembler à autre chose, le temps qu'il a fallu à un schéma, probablement déjà existant, pour finir de se manifester de la façon la plus brutale possible. Parce que ce que presque personne ne savait en 2003, ce que la presse de l'époque n'avait aucun moyen de raconter, parce que l'information n'était tout simplement pas encore sortie, c'est que le mariage entre Cantat et Christina Radi n'avait pas été, comme on le saurait plus tard, un mariage paisible. Des années plus tard, après le suicide de Christina en 2010, ressurgiraient des accusations de violence conjugale au sein de cette relation. Des accusations qui, à l'époque, n'avaient jamais été jugées, restées classées, sans suite, dans un tiroir du parquet de Bordeaux. Alors, la question qui commence à se former ici, celle que ce documentaire va poursuivre tout au long de ses chapitres, n'est pas de savoir si ce qui s'est passé à Vilnius fut l'emportement isolé d'un homme qui, jusque-là, n'avait jamais fait de mal à personne. C'est de savoir si Vilnius fut, en réalité, seulement la première fois que le monde extérieur a pu voir quelque chose qui, à l'intérieur des relations de Cantat, existait peut-être déjà depuis des années, en privé, sans témoin osant parler. En juillet 2003, Marie s'est rendue à Vilnius, la capitale de la Lituanie, pour tourner Colette, une femme libre. Cantat l'accompagnait dans ce voyage. La production logeait à l'hôtel Domina Plaza, un hôtel qui jusqu'alors ne signifiait rien pour personne et qui resterait gravé dans la mémoire collective française comme le théâtre d'une tragédie. C'est là, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, qu'un événement apparemment insignifiant a allumé la mèche de tout ce qui allait suivre. Un message texte, un message envoyé par Samuel Benchetrit, l'ex-compagnon et père du plus jeune fils de Marie, dont elle était séparée, mais avec qui elle gardait le contact pour la garde partagée de Jules. On ne sait pas exactement ce que disait ce message. Ce que l'on sait, parce que cela a été consigné dans l'instruction judiciaire qui a suivi, c'est que ce message a déclenché une dispute entre Marie et Bertrand. Une dispute qui, en quelques minutes, cesserait d'être seulement une dispute. Pour comprendre ce qui s'est passé à Vilnius, il ne suffit pas de regarder cette chambre d'hôtel. Il faut d'abord regarder tout le pays qui entourait Bertrand Cantat à l'été 2003, parce que ce pays, sans se le proposer explicitement, avait construit pendant des années un blindage autour de lui. Et ce blindage ne s'est pas brisé avec la mort de Marie Trintignant. Il a simplement changé de forme. Cantat, en 2003, n'était pas seulement un musicien à succès, c'était une figure morale, presque sacerdotale, au sein de la culture française. Noir Désir remplissait des stades entiers. Ses textes parlaient de résistance, d'oppression, de justice sociale. Il s'était positionné publiquement contre la guerre en Irak à peine quelques mois avant la tragédie, rejoignant la vague d'artistes français qui occupaient les unes des journaux avec des déclarations anti-guerre. Ce positionnement n'était pas cosmétique. Cantat le vivait, ou du moins le projetait, avec une conviction que des millions de jeunes Français interprétaient comme de l'authenticité. Et voilà la première pièce de ce système. Quand un homme construit une image publique aussi solide autour de la justice et de la critique du pouvoir, il devient extraordinairement difficile pour le public en général d'accepter que ce même homme puisse exercer, en privé,
Exactement le type de violence qu'il dénonce dans ses chansons. Quand la nouvelle de l'agression est arrivée en France fin juillet 2003, la réaction initiale n'a pas été une condamnation unanime. Ce fut un choc, oui, mais un choc mêlé à un besoin presque collectif de trouver une explication qui ne détruirait pas entièrement l'image du chanteur. Et cette explication est arrivée vite, avec un mot qui a commencé à se répéter dans les journaux, à la radio, dans les conversations de café, crime passionnel. Une expression qui, dans la langue et la culture française, n'est pas neutre. Elle porte des siècles de tolérance envers la violence commise par amour, une tradition légale et culturelle qui, pendant des générations, a traité les crimes entre conjoints comme quelque chose de qualitativement différent, plus compréhensible, plus pardonnable que la violence entre inconnus. Ce mot a fait un travail silencieux mais dévastateur. Il a transformé un homicide, 19 coups documentés médicalement, en une tragédie romantique. Il a transformé la victime en partie d'une histoire d'amour incontrôlée, plutôt qu'en victime d'un passage à tabac. Voilà la première couche que ce documentaire doit exposer. Le système n'a pas protégé Kanta par une seule décision consciente et coordonnée. Il l'a protégé par des milliers de petites décisions prises par des personnes différentes, à des moments différents, chacune défendable séparément, mais qui, ensemble, ont formé un schéma reconnaissable. La défense légale de Kanta a insisté, dès le premier instant, sur l'absence totale d'antécédents judiciaires, comme si l'absence d'une condamnation antérieure équivalait à l'absence d'un schéma de comportement. Les expertises psychiatriques présentées pendant le procès ont parlé d'un moment de perte de contrôle émotionnel, plutôt que d'enquêter sur l'existence de quelque chose de plus profond et de plus soutenu dans le temps. Et la presse, dans les jours où Marie agonisait d'abord dans un hôpital de Vilnius, puis dans un hôpital parisien, a préféré en grande partie spéculer sur l'état émotionnel de Kanta, sur sa douleur, sur ce que devait ressentir l'artiste tourmenté, plutôt que de poser la question la plus évidente et la plus dérangeante, celle de savoir pourquoi 8 heures entières s'étaient écoulées entre les coups et le premier appel à un médecin. Cette question, la plus simple de toutes, a mis des années à être formulée avec la clarté qu'elle méritait. Mais la pièce la plus révélatrice de ce système de silence n'est pas arrivée en 2003. Elle est arrivée 7 ans plus tard, en 2010, avec un nom qui avait à peine été mentionné dans la couverture médiatique de l'affaire originale, Christina Radi. L'épouse dont Kanta s'était séparée juste avant de commencer sa relation avec Marie, la mère de ses 2 enfants, s'est donné la mort dans la même maison de Bordeaux où elle avait construit sa vie avec lui. Kanta, à l'époque, était déjà sorti de prison en liberté conditionnelle depuis 2007 et reconstruisait depuis 3 ans sa carrière musicale. La mort de Christina a rouvert, de façon presque inévitable, des questions qu'en 2003 personne n'avait osé formuler avec fermeté. Des accusations de violence conjugale ont commencé à circuler au sein de ce mariage, des dénonciations qui, on l'a su plus tard, avaient existé à un moment donné, dans un registre, dans une conversation avec les autorités. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête, et cette enquête, après avoir examiné ce qui était disponible, s'est refermée sans poursuite. Encore une fois, face à une deuxième femme liée à Bertrand Cantat, morte dans des circonstances tragiques, le système judiciaire français a choisi de ne plus regarder. Voilà le véritable point culminant que ce documentaire construit depuis la première minute, et qui, à ce stade, devient totalement visible. Il ne s'agit pas d'une seule nuit de violence dans un hôtel de Vilnius. Il s'agit d'un schéma que la France, à au moins 2 moments différents, avec 2 femmes différentes, à des années d'intervalle, a choisi de ne pas enquêter jusqu'au bout, a choisi, dans les 2 cas, de refermer le dossier avant que l'histoire complète ne sorte au grand jour. Et il existe une 3e pièce, dans cette couche cachée, encore plus difficile à assimiler. Des années plus tard, un magistrat ayant directement participé à la libération conditionnelle de Cantat, le juge Philippe Laflaquière, a écrit publiquement pour défendre cette décision. Il l'a fait dans le contexte du mouvement MeToo, quand le retour de Cantat sur scène a commencé à provoquer des manifestations massives et une pression publique pour annuler ses concerts. Le juge a parlé d'une dictature de l'émotion, selon lui portée par l'activisme féministe sur les réseaux sociaux, et a défendu ce qu'il a appelé la règle des 3 D, décence, discrétion et droit à l'oubli, pour les personnes ayant purgé leur peine. C'est une position légale défendable dans l'abstrait, appliquée à n'importe quel condamné. Mais quand ce même juge, dans ce même texte public,
mentionne presque au passage que le parquet de Bordeaux avait classé sans suite l'enquête sur les accusations de violence envers Christina Radi, la femme qui s'était suicidée 2 ans après que Cantate eut recouvré sa liberté. La règle des 3D cesse de ressembler à de la réhabilitation et commence à ressembler à autre chose, à la continuation, avec un langage institutionnel, du même mécanisme qui, en 2003, avait utilisé le mot passionnel pour détourner le regard. Le système n'a pas eu besoin de cacher quoi que ce soit de façon illégale. Il lui a suffi de regarder ailleurs, encore et encore, chaque fois qu'une femme proche de Bertrand Cantat finissait morte. La nuit du 26 au 27 juillet 2003, dans la chambre de l'hôtel Domina Plaza de Vilnius, Marie Trintignant et Bertrand Cantat se trouvaient là, après une journée de tournage supplémentaire de Colette, une femme libre. Ce n'était, en apparence, rien de plus qu'une soirée de travail parmi d'autres, dans un tournage qui se poursuivait depuis des semaines en Lituanie, loin de Paris, loin de la routine habituelle des deux. C'est alors qu'est arrivé le message de Samuel Benchetrit, un message lié à Jules, le jeune fils que Marie partageait avec son ex-compagnon. Rien dans ce message, vu de l'extérieur, ne laissait présager qu'il était sur le point de déclencher quelque chose d'irréversible. Mais la dispute entre Marie et Bertrand a dégénéré avec une rapidité qui, comme on le reconstituerait plus tard lors du procès, n'a laissé aucune place pour que quiconque d'autre dans l'hôtel perçoive la gravité de ce qui se passait dans cette chambre. Les preuves médicales présentées lors du procès en Lituanie furent sans équivoque. Bertrand Cantat a frappé Marie Trintignant 19 fois, principalement à la tête et au visage. 19 coups ne sont pas une simple bousculade qui tourne mal. Ce ne sont pas une gifle isolée, au milieu d'une dispute qui échappe au contrôle pendant une seconde. 19 impacts documentés médicalement décrivent un schéma soutenu de violence, une agression prolongée dans le temps, non pas un accident ni un emportement d'un instant. Marie est tombée au sol, inconsciente, et c'est précisément à ce moment que l'histoire cesse d'être seulement une histoire de violence physique et devient quelque chose d'encore plus difficile à assimiler. Ce que Bertrand Cantat a décidé de faire et ce qu'il a décidé de ne pas faire dans les heures qui ont suivi. Il n'a pas appelé les secours. Selon les témoignages recueillis dans l'instruction judiciaire, il l'a soulevé du sol et l'a placé sur le lit de la chambre. Le temps a commencé à s'écouler. Marie restait inconsciente, avec des lésions cérébrales que personne, à ce moment-là, ne traitait, tandis que la nuit avançait à Vilnius, comme si rien ne s'était passé. Plus tard, déjà au petit matin, Cantat a téléphoné à Vincent Trintignant, le frère de Marie, également présent dans la ville pour le tournage. Vincent est arrivé dans la chambre d'hôtel, et voici l'un des détails les plus difficiles à assimiler de toute cette histoire. Selon son propre témoignage judiciaire ultérieur, Vincent n'est pas parvenu, sur le moment, à mesurer la gravité réelle de ce qu'il voyait. Il a fait confiance, jusqu'à un certain point, à ce que Cantat lui disait de ce qui s'était passé. Et les registres judiciaires indiquent que c'est Cantat lui-même qui, à plusieurs reprises durant ces heures, a dissuadé Vincent d'appeler un médecin. Pas une fois, plusieurs fois. Chacune de ces fois fut une occasion qui s'est refermée, une fenêtre d'heure critique qui s'est réduite pendant que le cerveau de Marie continuait de s'enflammer sans que personne n'intervienne. À 7h15 du matin, le 27 juillet, Vincent Trintignant a remarqué que sa sœur ne réagissait plus à rien. Aucun stimulus, aucune parole, aucun mouvement. Ce n'est qu'alors que les secours de Vilnius ont été appelés. 8 heures. Voilà le chiffre que ce documentaire a besoin de graver dans la mémoire de celui qui le regarde, autant que le chiffre 19. 8 heures entre le moment où Marie est tombée inconsciente sous les coups et le moment où quelqu'un, enfin, a composé un numéro d'urgence. Les services médicaux lituaniens ont transporté Marie en urgence. Le 29 juillet, elle a été opérée dans un hôpital de Vilnius, avec un pronostic que les médecins ont qualifié dès le début de réservé. Le 31 juillet, 2 jours après la première opération, Marie a été rapatriée en France, mais elle est arrivée en état de mort cérébrale, avec un œdème cérébral déjà pratiquement irréversible. À Paris, un neurochirurgien réputé, Stéphane Delajoux, a tenté une dernière intervention chirurgicale, la dernière possibilité médicale qui restait. Ce ne fut pas suffisant. Marie Trintignant est morte le 1er août 2003, dans un hôpital de Neuilly-sur-Seine. Elle avait 41 ans. L'autopsie, réalisée après sa mort, a fini de démonter complètement la première version qui avait circulé sur ce qui s'était passé, l'idée que Marie serait tombée accidentellement. Les médecins légistes furent catégoriques. L'œdème cérébral à l'origine de sa mort était la conséquence directe des coups reçus au visage et à la tête, ainsi que de secousses violentes et répétées. Il n'y a pas eu de chute.
Il y a eu un passage à tabac, suivi d'heures d'inaction, suivi d'une mort qui, selon tout ce que l'enquête ultérieure a révélé, aurait pu être évitée si quelqu'un, à un moment ou un autre de ces 8 heures, avait passé l'appel, qui a finalement été passé trop tard. Le procès contre Bertrand Cantat s'est tenu en Lituanie, le pays où le crime avait eu lieu. Dès le premier instant, la stratégie de la défense s'est construite sur 2 piliers fondamentaux. Le premier fut l'absence totale d'antécédents judiciaires de Cantat, jamais condamné pour rien auparavant, jamais passé devant un tribunal, et ses avocats ont utilisé ce casier vierge comme preuve que ce qui s'était passé au Domina Plaza avait été une exception tragique, non un schéma de comportement. Le second pilier fut les expertises psychiatriques, qui ont décrit ce qui s'était passé en termes de perte de contrôle émotionnel ponctuel, presque comme si la violence avait été une force extérieure, s'étant emparée momentanément d'un homme qui, normalement, n'était pas comme ça. Le parquet, de son côté, a qualifié les faits d'homicide involontaire. Le procès s'est étendu sur plusieurs jours de témoignages, d'expertise et de plaidoirie, et le verdict est tombé après une délibération tout aussi longue. La Cour a condamné Bertrand Cantat à 8 ans de prison. Ce chiffre, 8 ans, mérite qu'on s'y arrête. C'était une peine supérieure au maximum légal habituellement appliqué à ce type de délit. Un maximum qui tournait autour de 3 ans selon l'article correspondant du Code pénal. La sévérité de la condamnation s'est expliquée, selon les documents même du tribunal, par la reconnaissance de circonstances aggravantes directement liées au contexte de violence au sein d'une relation de couple. Le tribunal a également ordonné d'indemniser la famille de Marie Trintignant, partie civile dans la procédure. Pour beaucoup, à ce moment-là, 8 ans sonnaient, comme si la justice, pour une fois, n'avait pas détourné le regard. Mais ce sentiment de justice rendue a duré relativement peu de temps. Cantat est entré en prison en France pour purger sa peine, d'abord dans un établissement pénitentiaire, puis transféré à la prison de Muret, près de Toulouse. Et en 2007, à peine la moitié de ses 8 ans purgés, il a obtenu une liberté conditionnelle. En 2010 est arrivée la liberté totale, sans aucune condition supplémentaire à remplir. Et c'est ici que ce documentaire doit s'arrêter avec calme, parce que ce qui s'est passé après cette libération est, en réalité, le véritable centre de cette histoire. Bertrand Cantat n'a pas disparu de la vie publique après sa sortie de prison. Il est retourné à la musique. Il a repris des projets, des collaborations, des concerts, et une partie significative du public français l'a accueilli de retour avec la même révérence culturelle qui l'entourait avant juillet 2003. Des salles combles, des applaudissements, des couvertures de magazines parlant de son retour avec un langage qui, dans bien des cas, évitait de mentionner pourquoi, exactement, il s'était absenté pendant toutes ces années. Le juge ayant signé sa libération conditionnelle, Philippe Laflaquière, a écrit publiquement sur cette affaire des années plus tard, dans un contexte bien différent, celui des manifestations qui ont commencé à entourer les concerts de Cantat, en pleine vague du mouvement MeToo, quand des organisations féministes et des pans de la société civile française ont commencé à exiger l'annulation de ces représentations. Le juge a défendu sa décision originale en parlant d'une dictature de l'émotion et a décrit une sorte de code moral personnel qu'il appliquait aux condamnés sous sa supervision, la règle des 3 D, décence, discrétion et droit à l'oubli. C'est dans ce même texte que le juge mentionne, presque au passage, une donnée qui circulait déjà depuis des années, mais que l'on reliait rarement avec clarté à l'affaire de Marie, que le parquet de Bordeaux avait classé sans suite une enquête sur des accusations de violence conjugale de Cantat envers Christina Radi, son ex-compagne et mère de ses 2 enfants, la femme qui s'était suicidée en 2010, à peine 2 ans après qu'il eut recouvré sa liberté totale. Voilà, enfin, dans toute son ampleur, la véritable révélation que ce documentaire a construite, chapitre après chapitre. Il ne s'agit pas uniquement du fait que Bertrand Cantat a tué Marie Trintignant à coups de poing dans une chambre d'hôtel à Vilnius. Cela, malheureusement, nous le savions déjà depuis le début. Ce que ce documentaire a tenté de montrer est quelque chose de plus dérangeant, qu'après cette nuit-là, la France a eu, à différents moments et avec différents acteurs, de multiples occasions de regarder en face un schéma qui se répétait autour d'elle. Et à chacune de ces occasions, le pays a choisi, d'une manière ou d'une autre, de ne pas le faire. Marie Trintignant ne fut pas une tragédie isolée, un accident tragique entre 2 personnes qui s'aimaient trop, comme on a insisté à le raconter pendant des années. Elle fut la première d'une chaîne de silence institutionnels, culturels et judiciaires que la France mettrait près de 2 décennies à peine commencer, à nommer avec honnêteté. Et cette chaîne de silence,
plus encore que les 19 coups de cette nuit-là à Vilnius, est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à pardonner dans toute cette histoire. Il existe une autre femme, dans un autre palais, à qui il a également coûté cher d'être proche du pouvoir d'un homme. On ne l'a pas frappée, on l'a dépouillée d'un pays entier, d'un trône, d'une identité construite pendant 20 ans, et on l'a laissé se reconstruire à partir de rien dans un appartement parisien, regardant à la télévision comment la révolution qui l'avait exilé effaçait aussi son nom de l'histoire officielle de l'Iran. Ce que le Shah a coûté à Farhadiba ne se mesure pas en coûts, mais en quelque chose de bien plus difficile à prouver devant un tribunal. Une vie entière conçue, puis arrachée, sur la décision d'un seul homme. C'est l'histoire qui vient maintenant.